Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session dans le cadre de notre programme de renforcement des capacités sur les statistiques et sur la modélisation énergétique. On espère que vous allez tous bien, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une session qui va être assez différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc dans une première partie, on va avant tout prendre davantage de temps pour rebalayer les exercices et pour répondre à toutes vos questions. Donc, merci beaucoup à ceux qui m'ont indiqué par email les sujets que vous souhaitiez revoir en priorité. Les exercices revenaient souvent, donc on va commencer par là. Et j'espère que vous avez aussi un maximum de questions, puisque Marco et Gianluca et moi-même seront là pour y répondre. Donc, cette session que l'on veut la plus interactive possible va nous occuper jusqu'à peu près 10h45. On fera une pause et ensuite à 11h, on vous donne tous rendez-vous pour un moment un petit peu plus formel et cérémoniel, puisqu'on aura une session de clôture de ces formations. Alors, on n'avait pas pu avoir une ouverture officielle avant de démarrer. Donc là, on a la chance d'avoir différentes autorités qui seront là pour la clôture. Je précise qu'on n'en a pas complètement terminé avec ce premier cycle de formation. Mercredi et vendredi, on aura 2 sessions additionnelles sur la modélisation. Cela étant, elles ne seront plus enseignées par des experts de l'AIE, mais par des enseignants partenaires. Alors moi, je serai évidemment là aussi à leur côté, mais donc ça vous permettra d'avoir un point de vue complémentaire. Donc aujourd'hui, finalement, on va quand même un petit peu clôturer la première partie de ce cours en ligne et les enseignements que vous avez eus sur les statistiques et sur la modélisation par les équipes d'experts de l'AIE. Et donc, on aura la chance d'avoir la présence de monsieur le ministre d'État, monsieur Mwanzi Moubembe, qui sera là à 11h. Voilà pour le programme. Donc je vous propose de commencer avec les exercices. Et Marco, si tu es là, si tu peux réactiver ta caméra, on propose de commencer avec l'exercice approvisionnement qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir sur la séance de mercredi dernier. Merci, merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse encore pour la semaine passée pour les problèmes de connexion. Malheureusement, je n'ai pas pu me reconnecter et donc vous présenter l'exercice de l'approvisionnement. On va tout de suite y aller. Donc, on va commencer par cet exercice-là. Et je vais partager mon écran. N'hésitez pas, pendant l'exercice, cet exercice et les prochains, de m'arrêter à fur et à mesure que vous avez des questions, s'il y a des points qui ne sont pas clairs, s'il y a des questions plus spécifiques sur chaque point. Vraiment, c'est important de le voir à chaque moment. Donc, vraiment, n'hésitez pas, soit en écrivant sur les questions-réponses, soit en levant la main et en posant votre question. Alors, je vous... Est-ce que tu peux me confirmer si tu vois mon Excel? Oui, c'est parfait. Avec le curseur aussi? Avec le curseur, avec le mouse, on le voit bien? Parce que la dernière fois, on n'avait pas vu, donc je voulais juste en être sûr. Merci beaucoup. Alors, toujours un petit problème avec les différents... ça, c'est l'exercice qu'on avait envoyé. Je propose de reprendre un peu ce qui avait été proposé et avec les différentes questions et puis voir comment faire les différents calculs.
Sachant toujours que tous les exercices qu'on a posés, qu'on a fait, sont d'un côté très simplifiés pour les experts et peut-être pas aussi simples pour les personnes qui ne sont pas expertes du secteur. Ça, c'est vrai en général pour tous les exercices. Si on est spécialiste sur une matière, on a un peu l'idée de dire ah oui, mais ça, en effet, ça l'est. Mais dès qu'on touche à beaucoup de sujets et de secteurs différents, ça peut être utile de voir un peu le type de raisonnement qu'on applique aux différents secteurs. Donc, comme toujours, comme dans beaucoup d'exercices de modélisation, le point de départ est toujours l'historique de différents facteurs qu'on a sélectionnés pour cet exercice-là. C'est un peu une évolution de l'exercice sur les importations de pétrole qu'on avait vu pour le transport. Et avec un seul facteur qu'on a déjà appliqué, et c'est la demande, l'évolution de la demande jusqu'à 2030, la demande d'essence. Parce que dans l'exercice que je viens de mentionner, on avait fait expressement la très forte simplification de dire il n'y a rien d'autre de demande de pétrole dans le pays qu'il n'y a que de l'essence, parce qu'il n'y a que des voitures à essence et rien d'autre. Donc ça, c'est le lien, cette ligne qu'on voit ici, c'est exactement le lien avec l'exercice. Donc bien sûr, si on intègre les deux exercices, on aurait tous les calculs qu'on avait fait la dernière fois qui aboutiraient sur cette ligne spécifique. Je vous rappelle toujours, tout simplement parce que j'ai eu la question dans le passé par plusieurs participants et même dans d'autres occasions, qu'il y a toujours le côté historique et les projections sont tous année par année. Tout simplement, on cache les colonnes entre 2020 et 2025 et 2025 et 2030 pour une question de simplification pour pouvoir voir l'exercice, le fichier Excel plus facilement. Donc, on a la partie historique, je disais, et cette partie les projections de demande d'essence, donc des produits raffinés, en effet. On peut un peu penser qu'on est en train de parler de demande d'essence, mais on pourrait bien parler, si on allait compliquer un peu les choses, de tous les produits raffinés, de produits pétroliers raffinés. Donc, la première question est basée sur l'historique. Toujours très important, comme on a toujours dit, je vais jamais, je l'ai répété, je vais continuer à le dire. Pour moi, il y a aucun doute. Les données historiques sont basilaires, une bonne qualité des données historiques sont basilaires vraiment pour des bonnes projections. Donc, la première question, simple, c'est-à-dire si on a de calculer le volume de pétrole brut par rapport aux raffineries dans la période historique, donc 2000-2018, avec des pertes à 5%. Là, une petite note. Il y a toujours une différence quand on parle de raffinage, si on est en train de parler d'énergie ou de volume. Donc, un TEP ou autre unité de mesure d'énergie ou un baril. Si on parle d'énergie, bien sûr,
on aura des pertes toujours. Donc, l'output va toujours être inférieur à l'énergie utilisée, mais l'énergie produite va être inférieure à l'énergie utilisée. Mais dans le cas de volume, dès que le volume change dans la raffinerie, on pourrait avoir ce qu'on appelle processing gains, donc des gains de volume si on somme tous les produits au respect de l'input. Bien sûr, dans ce cas-là, il faudra garder toujours ça à l'esprit. Et donc, il faut être bien conscient que dans ce cas-là, on parle d'énergie. Le calcul, donc, ça va être très simple. Et c'est-à-dire, pour répondre à cette question, c'est tout simplement la production de la raffinerie qu'on avait historique. Ça veut dire il faut garder en compte, donc diviser par 1 moins les pertes pour garder en compte le pétrole brut qu'on vient d'utiliser. Je suis désolé, là je me rends compte que je n'avais pas mis l'unité de mesure. Il faut toujours garder à l'esprit de bien marquer les unités de mesure dans tous les exercices qu'on fait pour être toujours sûr de ce dont on est en train de parler et des réponses. Donc, la première question, c'était très simple. Donc, c'était juste la production de la raffinerie moins les pertes. Et donc, le calcul, c'est tout simple. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, c'est peut-être un peu petit. Oui, est-ce que tu peux zoomer un petit peu, Marco, s'il te plaît? C'est qu'on ne peut pas zoomer. On peut zoomer sur les selles ici, mais pas malheureusement là-haut. Donc, je vais essayer de prendre la formule, la copier. Malheureusement, il y a ce petit problème avec Excel qu'on ne peut pas zoomer les formules dans là-haut. Donc, là, je viens bien de copier la formule et comme ça, on va pouvoir le voir. Donc, dans cette case-là, dans la celle D20, on a tout simplement la production de la raffinerie divisé par 1 moins les pertes. Ça va être fait pour toutes les années à venir. J'espère que c'est plus facile de le voir comme ça, j'imagine, n'est-ce pas? Oui. Donc, je vais un peu le répéter dans les prochaines étapes, comme ça c'est un peu plus facile. Et ça, c'était la première question, donc tout simple. Deuxième question, c'était de calculer le facteur de capacité des raffineries. Donc, combien la raffinerie est utilisée. Et dans ce cas-là, encore, c'est une fois qu'on a calculé la ligne 1, ça va être un calcul bien simple. Le rapport entre la production et la capacité de raffinage, j'élargis. Donc, entre la production et la capacité totale, bien sûr, dès que la capacité totale était un baril par jour, il faut prendre en compte le facteur de conversion entre kilotep et baril par jour. Gardons toujours à l'esprit que ce facteur, que pour l'instant on a fixé dans le temps, donc on l'a gardé fixe pour toutes les années
2000 à 2018 pourrait bien changer selon le type de pétrole qu'on va raffiner. Mais pour simplification, encore une fois, on a gardé le même facteur de conversion. Et donc, on est là. Et dans ce cas, peut-être on arrive à voir la formule. Oui, parfait. Merci beaucoup. Et donc, on voit bien que dans l'exercice proposé, la capacité de raffinage a toujours bougé un peu entre le 57 et le 60% de la capacité totale. Donc, on a, si on veut, de la marge pour augmenter le facteur de cette bon, j'ai dit de cette raffinerie, mais en effet, on est en train de parler de toutes les raffineries du pays. Donc, il pourrait bien y avoir certains qui sont utilisés beaucoup plus et certains d'autres beaucoup moins. Excusez-moi, je m'arrête juste un instant. Je viens de voir une question. J'aimerais qu'on développe sur les méthodes de récolte, de traitement et sur la parcellisation des données par produit, bien sûr, comme c'est fait par l'AIE, pour nous permettre d'harmoniser et organiser convenablement notre façon de présenter les statistiques. J'ai craint que je vais laisser cette question à Gianluca, qui est l'expert qui va pouvoir vous répondre beaucoup mieux que moi. Même si j'ai travaillé aussi dans la division statistique, ça fait quand même quelques années, c'est-à-dire une vingtaine d'années. Donc, je préfère laisser aux experts pour pouvoir traiter au mieux cette question. Si ça ne vous dérange pas, on va juste attendre, on va le voir dans la matinée. En revenant à l'exercice, la troisième question était bien plus complexe parce qu'on commence à passer de juste quelques calculs sur les inputs, donc combien de pétrole brut on avait besoin et le taux le facteur de capacité. On va voir un peu comment on procède pour faire des projections toujours bien faciles, mais on commence à voir un peu plus en détail. Donc, il faut développer des hypothèses. Dans le cas de la troisième question, il y a plusieurs hypothèses. Donc, la première est que la capacité de raffinage va augmenter de 100 barils par jour chaque année à partir de 2019. Bien sûr, on parle d'une hypothèse et l'idéal, ça serait de substituer cette hypothèse dans un vrai modèle avec la planification des différents de l'évolution de la capacité de raffinage dans le pays. C'est-à-dire en regardant surtout pour les premières années quels sont les projets qui sont déjà en train d'être construits. Donc, normalement, les premières années jusqu'à pour la première partie de projection, on voit ceux qui sont en train d'être construits et on peut bien voir ou faire des hypothèses sur chaque année quand ils vont être mis en ligne et puis développer cette idée jusqu'à 2030 ou sur l'horizon temporel qu'on est en train de traiter. La deuxième hypothèse, c'est qu'on augmente le facteur de capacité de
57, on avait vu autour de 60%, jusqu'à 70% en 2030. Mais, excusez-moi, peut-être toujours mieux de le faire voir. Donc, les 100 barils par jour, le 70% jusqu'à 2030. On peut penser de rendre plus efficace le processus dans la raffinerie et donc amener le 5% de perte, le baisser jusqu'à 3%, et d'augmenter la production dans le pays domestique, donc de pétrole brut de 5% chaque année, jusqu'à 2030 toujours, dans l'horizon temporel. Une fois mise en place ces hypothèses, on va faire les calculs sur les importations de pétrole total, donc d'essence, produits raffinés, et de pétrole brut. Donc, en procédant avec ça, je m'excuse, je suis en train de relire et revoir tout si quelqu'un n'a pas eu le temps de bien le voir. Si tu me dis, ah non, je peux accélérer un peu, mais j'ai pensé d'aller un peu plus en spécifique cette fois qu'on a un peu plus de temps. Oui, ça vaut la peine de prendre le temps, je pense. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, on disait tout à donc, si on revoit, excusez-moi, je vais essayer de prendre exactement à partir de la même ligne, comme ça, exact. Comme ça, on voit bien comment on procède quand on fait ce type de feuilles, ce type de calcul, même si simplifié. On est en train de parler de feuilles simplifiées, mais le plus on le rend complexe, le plus ça doit être bien organisé et bien calé sur certaines logiques. Alors, pour la partie historique, on reprend tout simplement ce qu'on a dans les hypothèses, dans les données historiques initiales. Dans ce cas-là, j'ai gardé la même couleur bleue pour répondre à l'idée que c'est bien des données historiques qu'on avait déjà. Je vous suggère, ça c'est mon goût, mais je préfère de loin, chaque fois qu'on a des projections, de ne pas mettre des valeurs, des valeurs exactes dans les cells, mais mettre juste dans la colonne C, où on a les paramètres, les valeurs, et tout simplement liées à cette valeur. Donc, l'une des hypothèses, c'était que chaque année, la capacité de raffinage va augmenter de 100 barils par jour. Et donc, on voit bien qu'on prend la dernière année et on augmente avec le 0,10. Tout simplement, ça va nous permettre de voir qu'est-ce que ça arrive s'il n'y a pas d'augmentation ou s'il y a une augmentation bien plus élevée. Pardon. Ça comme premier petit exemple. Deuxième chose, on va augmenter le facteur de capacité jusqu'à 70%, sachant que on venait de calculer dans la deuxième question jusqu'à 57 et à partir de 58 et à partir de 2019, excusez-moi, on va fixer la chiffre dans la celle AH31 à la valeur de la colonne C. Donc, toujours les valeurs, on les met dans la colonne C et pas ici. C'est une simple question de pratique, d'avoir tous les variables, les facteurs qu'on peut changer toujours
dans la même colonne, toujours au même endroit. Et entre les années 2018 et 2030, on a tout simplement une croissance linéaire. On aurait pu penser à des croissances différentes. C'est pour voir tout simplement, avec une croissance linéaire, comment ça va évoluer. Donc, la production de la raffinerie, des raffineries dans le pays, ça va être tout simplement la production, le facteur de charge, toujours en gardant en compte le facteur de conversion entre baril et TEP. Donc, on part de baril, on prend en compte le facteur de capacité et on trouve la production en TEP, en kilo-TEP, en gardant la production fois le facteur de raffinerie avec le facteur de conversion. Les importations donc de raffinerie, pardon, la production de la raffinerie, je m'excuse, les importations d'essence à ce moment-là vont être la demande totale d'essence qu'on avait à notre point de départ et donc ce n'est pas nos hypothèses, c'était les résultats de l'exercice précédent, moins la production d'essence dans les raffineries, toujours dans l'hypothèse que la raffinerie puisse produire que de l'essence. Dans la réalité, on sait bien que ce n'est pas le cas parce que chaque raffinerie produit un tas de produits pétroliers, mais on est tout simplement dans un exercice très, très simplifié. Je m'arrête un instant avant de procéder pour voir s'il y a des questions ou si j'ai bien expliqué jusqu'à là. Je ne vois pas de questions. Je ne vois pas de main levée, donc je vais procéder. Mais comme je disais, je vous prie, arrêtez-moi chaque fois que vous avez des questions. Donc, troisième hypothèse, c'était que les pertes de raffinerie puissent baisser dans le temps, où on pourrait pour l'instant les laisser à 5% comme c'était avant. Toujours, comme on disait tout à l'heure, je suggère toujours de mettre toujours des liens et des calculs dans les colonnes où on fait les projections et séparément les hypothèses, les paramètres, dans ce cas-là, dans la colonne C, si c'était dans une programmation différente, on pourrait toujours avoir les hypothèses bien séparées des calculs. Dans ce cas-là, je reviens au 3%. Et on peut donc calculer à partir de la production de la raffinerie, voir la demande de pétrole brut dans la raffinerie, toujours comme on a vu pour la question 1. Prenons l'historique est tout simplement cette partie-là qu'on avait calculé. Les projections sont toujours la production divisée par 0,95 ou 0,1 moins les pertes. Donc ça va être la demande de pétrole brut. La dernière hypothèse était que la production domestique de pétrole augmente de 5%. Encore, on met le 5% dans la colonne C.
on a l'historique de la production de pétrole dans nos hypothèses historiques, hypothèses données historiques, excusez-moi. Et donc, on augmente tout simplement de 5% chaque année, toujours le facteur ici, dans la colonne C, et on augmente chaque année jusqu'à de 8 à 15 kilotep chaque année. Le résultat, donc, est que les importations de pétrole brut sont bien sûr le total qui est nécessaire dans les raffineries, moins la production domestique, et donc ça, les importations totales de pétrole brut. Finalement, on arrive à calculer le total qui était demandé par l'exercice. Donc, la somme des importations d'essence, donc produits raffinés et pétrole brut, et c'est tout simplement la somme des deux lignes qu'on vient de calculer à la ligne 33 et 38. Je m'arrête toujours. On a mis juste une dépendance aux importations, juste pour connaissance. Je voulais toujours vous rappeler, même si dans ce cas-là, on a mis juste un petit graphe, que c'est toujours intéressant de voir les résultats sur des graphes, sur des graphiques, parce que c'est quand même beaucoup plus facile à voir. Donc, dans ce cas-là, on voit bien la différence, les importations de pétrole brut et d'essence qui augmentent tout simplement parce que la demande totale augmente, et comment on pourrait varier avec les différents paramètres. Donc, si on augmentait beaucoup la capacité de raffinage, on peut bien voir que l'importation d'essence descend beaucoup, mais bien sûr, on a besoin de beaucoup plus de pétrole brut à l'importation. Pourquoi? Parce qu'on est en train de raffiner le pétrole chez nous au lieu de l'importer. De l'autre côté, si la production domestique augmentait énormément, parce qu'on a trouvé des nouveaux, excusez-moi Arnaud, fields, giacements, comment on dit, des nouvelles ressources à exploiter. Donc, disons que ça augmente énormément la production domestique. On voit bien qu'on va avoir besoin de beaucoup moins de pétrole brut. Ça, c'était la question 3. On arrive à la dernière question, la question 4, qui est bien sûr un peu plus complexe, parce que vous vous souvenez, pendant la présentation que Carnot avait fait au dernier webinaire, il faut garder en compte le profil de production de chaque de la production de chaque field, de chaque excusez-moi, Arnaud, la traduction de field, je ne l'ai pas à l'esprit. De oil field? Non, il n'entend pas. Puits de pétrole? Des puits de pétrole? Depuis, parfait. Merci beaucoup, Gianluca. Donc, la question dans le dernier exercice, c'était de calculer la capacité additionnelle chaque année qui doit être mise en place, qui doit être produite, en étant donné le profil de production. Donc, le profil de production, bien sûr, il faut garder à l'esprit deux choses. Combien de la production d'aujourd'hui va diminuer dans le temps? On l'avait vu bien
moi, j'aime beaucoup les montrer là. Donc, vous arrivez à voir mon écran, la présentation. Donc, combien on va diminuer la production d'aujourd'hui dans le temps. Donc, il faut avoir un profil de diminution, mais aussi, il faut avoir la production de chaque année et donc le profil qu'on va avoir chaque année pour cette production. Bien sûr, ça, c'est le résultat, comme Arnaud avait très bien expliqué, dans le temps, on a un profil différent selon les différents types de puits de pétrole. Et donc, il faut faire toute cette analyse en amont pour déterminer quel type de production on pourrait avoir en place. Donc, qui augmente beaucoup au début, mais donc il produit la plus grande partie dans les premières années, ou peut-être qui va rester beaucoup plus stable dans le temps. Ça dépend beaucoup des différents puits de pétrole. Je vois qu'il y a une question. Excusez-moi, je reviens à l'exercice. Je remets le fichier Excel et je reviens sur votre question. Il y a une question, disons, la capacité de raffinage et le facteur de capacité de raffinage. Quelle est la différence entre la question 3 la capacité de raffinage est combien de capacité on a dans le pays. Le facteur de capacité est combien on utilise cette capacité. C'est-à-dire, on peut produire au maximum je sais pas, 100 barils par jour, mais on est en train d'en produire 70. Parce qu'on n'est pas en train d'utiliser au maximum de sa capacité. Donc ça, c'est la différence entre capacité de raffinage, le maximum, et le facteur, c'est tout simplement combien on produit en réalité, 70, sur la totalité de 100. Donc, j'espère l'avoir bien expliqué. Si ce n'est pas clair, je suis ravi d'y revenir. Donc, la dernière question, il faut regarder, c'est exactement de répondre à la question du graphique qu'on vient de voir. Et donc, d'avoir, première chose, à l'esprit, calculer avec des hypothèses ou des calculs dans le passé, combien de la production d'aujourd'hui va rester dans le temps, donc la ligne 44, et puis avoir une hypothèse basée sur une analyse du profil de production pour chaque année. À mon avis, la chose la plus facile de tous, c'est de mettre ce profil chaque année, comme on avait mis dans l'exercice qu'on vous a envoyé, pour, excusez-moi ça, sinon on ne voit pas, sur chaque année, pour pouvoir le calculer plus facilement. Donc, finalement, comment on arrive à cette... alors là, le format a bien fait quelque chose de erroné. Donc, la première question, c'est combien de production
reste chaque année de la production de 2018. C'est tout simplement 7% fois la production initiale de la première année. Donc, les 8 kilotep fois 7%. On a calculé avec des analyses extérieures à cette feuille. Et donc, chaque année, combien de capacités il faudra rajouter? Tout simplement la différence entre la production domestique et ce qui reste. Donc, dans le graphique qu'on vient de voir de la présentation de Arnaud, tous les parties en bleu, avec les différentes couleurs de bleu qu'on vient de voir tout à l'heure. Et ça, c'est la capacité nouvelle qu'il faudra mettre en place chaque année. Avec, total chaque année. Et donc, la nouvelle qui va être mise en place chaque année, c'est bien indiqué ici, en gardant ce qui va être produit. Donc, on a la première année, la production du premier puits, mais qui augmente, bien sûr, à cause du profil qu'on venait de voir. Donc, on passe de 1,4 à 2. Dès qu'on a besoin de 3, là, 3 et 2 et 0,9, c'est tout simplement une question de décimale, de rounding d'Excel. Donc, cette 3 dont on a besoin, il faut garder, il faut bien prendre le fait que la production de la première année va augmenter et donc on va avoir besoin de la différence. Donc, on calcule ce dont on a besoin, qui est la différence entre la production domestique et ce qui reste de la première année de 2018. Donc, on a besoin de 3 kilotep, mais on a une production qui vient de 2019 qui vient d'augmenter. Et donc, la différence, c'est tout simplement le 3 moins 2. On répète ça sur chaque année. J'espère d'avoir été clair. Je m'arrête ici pour l'exercice d'approvisionnement et j'attends de voir si vous avez d'autres questions ou sinon, si vous voulez qu'on passe à revoir l'exercice de power sur l'électricité, car on avait fait un peu vite fait. Arnaud, qu'est-ce que tu préfères pendant qu'on attend les éventuelles questions, je ne sais pas. Arnaud n'est pas de... On a une question, peut-être tu l'as déjà vu, Marco, c'est sur la capacité de raffinage et les facteurs de capacité de raffinage. Quelle est la différence? On a vu, merci. Tu peux la bouger sur les réseaux, s'il te plaît? Merci beaucoup. Nickel. Donc, il n'y a pas d'autre. L'autre, c'est pour moi après. Oui, exactement. C'est parfait. Donc, j'attends à voir si c'était suffisamment clair ou si on préfère peut-être revoir l'exercice d'électricité. C'est vraiment une question ouverte pour tous les participants, donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a... Ah, merci beaucoup, gisement pétrolier, je le vois maintenant. C'était gisement, le mot que je cherchais tout à l'heure. Merci beaucoup.
est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'était suffisamment clair pour l'exercice? C'était peut-être trop facile. J'aimerais aussi avoir, si ça ne vous dérange pas, d'avoir un petit retour pour comprendre si l'exercice était trop facile, suffisamment adapté, peut-être trop compliqué. Quelle est votre opinion? Et vous pouvez écrire dans le chat ou dans le Q&A pour répondre à ces questions de Marco, ou lever la main et prendre la parole. Hein. Le but d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'on ait le plus d'interaction possible. Donc, on est ravis aussi que vous puissiez utiliser le micro et prendre la parole. N'hésitez pas. Donc, je ne vois pas tellement de questions. Donc, j'espère que que ce soit parce que j'étais suffisamment clair, mais comme je disais vraiment, et comme Arnaud vient de le dire, vraiment n'hésitez pas pour tous les questions que vous pourriez avoir. Arnaud, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères qu'on passe directement au Gianluca aussi, c'est la question pour toi, qu'on passe directement aux exercices de statistiques et éventuellement on revient sur Power ou que parce que je ne sais pas sur quoi me concentrer sur l'exercice d'électricité, parce qu'il y avait beaucoup de choses tous ensemble. Peut-être, Gianluca, que dirais-tu de répondre à la question qui a été posée par Mme Rachel Caillé tout de suite? Et peut-être les autres participants, dites-nous ce que vous préférez qu'on fasse, exercice power, exercice statistique. Voilà, on a vraiment besoin de savoir ce qui vous intéresse le plus pour pouvoir présenter les choses les plus intéressantes pour vous. Exactement. Sinon, je me souviens que vous avez envoyé une question sur l'ordre des mérites, en particulier comment l'identifier. C'était écrit dans une des questions qu'on a reçues. Peut-être, Marco, tu peux essayer de concentrer sur là, si on ne reçoit pas des autres questions. Sinon, je vais essayer de répondre à ces questions, qui en effet, c'est une question très, très importante, mais aussi très compliquée à répondre, parce que développer des méthodes de récolte et traitement des données au niveau national aussi, c'est un peu différent du travail que l'AIA fait. Parce que, comme vous savez, nous, on travaille directement avec les gouvernements pour recevoir les données que les gouvernements ont déjà collectées au niveau national. Donc, je pourrais dire que notre travail est un peu plus facile parce qu'on a moins d'acteurs desquels on collecte les données. On collecte des données, par exemple, au ministère de l'Énergie, du DRC ou du Bénin. On collecte les données en Europe dans les différents pays. Par contre, au niveau national, vous devez collecter les données de différents consommateurs d'énergie, des différents producteurs d'énergie, des différents transportateurs, importateurs, de différents types d'énergie que vous voulez couvrir dans vos statistiques. Donc, on travaille beaucoup plus compliqué que les nôtres. Et je pense que ça, c'est un sujet qu'on pourrait essayer de développer un peu plus dans un workshop, un webinaire spécifique avec des experts de la collecte des données au niveau national. On a par exemple à l'OCDE, on a une agence qui s'appelle Paris 21 et c'est une agence qui essaie d'aider les pays à développer les statistiques en général, pas les statistiques de l'énergie, mais à mettre en place une stratégie de collecte des données nationales en faisant un travail de fond au début d'essayer de rencontrer les gaps entre les données qui sont déjà collectées et les données qui sont nécessaires pour les pays pour faire ces politiques, etc., etc. Et donc, après avoir identifié ces données, il y a toute une série des actions à mettre en place et aussi des politiques à mettre en place pour la collecte de données. Notamment, il y a des soucis, comme on a vu dans les premiers webinaires sur, par exemple, la confidentialité. Quand il y a certains acteurs privés qui ne sont pas d'accord à fournir les données parce qu'ils ont peur de perdre peut-être des informations confidentielles qui pourraient donner des idées sur leur business, etc., qui ne sont pas à divulguer selon eux. Il y a des façons de traiter aussi ce type de problème. On a vu des expériences dans certains pays, par exemple
mettre en place un mandat de collecte de données par le bureau des statistiques ou par les ministres de l'énergie, indépendant du pays comme la structure est faite, mais aussi de renforcer ce type de mandat du fait que si une entité ne va pas fournir les données, il y a le gouvernement qui peut prendre des actions sur l'entreprise privée. Mais aussi, il faut travailler de façon coopérative dans le sens, s'il y a des données qui sont vraiment sensibles, de faire ci qui sont publiées de façon qui respecte un peu la confidentialité. Donc, par exemple, agrégé dans plusieurs secteurs ou dans plusieurs produits. Si on parle d'un produit d'une entreprise qui a le monopole, par exemple, dans le pays, donc avec les statistiques nationales, on pourrait savoir les statistiques de l'entreprise. Après, il y a l'autre sujet que je pense que c'est le plus important, c'est le budget. Combien on va faire si que les gouvernements mettent de l'argent pour la collecte des données. Ça, c'est très compliqué. Je ne pense pas que je peux répondre directement aujourd'hui, aussi avec mon expérience sur ça. Mais on va essayer. C'est des sujets qu'on a bien en tête et que c'est très important pour les pays en Afrique subsaharienne, mais aussi au-delà, aussi en Europe et dans les pays développés. Donc, c'est un sujet qu'on va essayer de traiter dans des webinaires spécifiques. On a déjà commencé à regarder avec des partenaires et on verra s'il y a des choses qu'on peut ramener. Une autre chose qu'on peut faire, c'est aussi travailler avec vous, et ça, on l'a planifié de le faire quand on commence à développer les activités chez vous, au DRC. Donc, on verra là-bas, on va commencer à vous présenter un exercice. L'exercice sera de mettre en place un groupe entre vous, un exercice pour développer une stratégie nationale de collecte des données énergétiques. Donc, faire tout l'exercice de trouver les gaps, après aussi de réfléchir comment est-ce qu'on va trouver les fonds, c'est quoi la solution la moins chère, mais qui va nous rapporter le plus de données. Donc, ça va être un travail que je pense qu'on doit faire ensemble. C'est peut-être vous que vous avez plus la réponse que nous, parce que vous connaissez très bien les dynamiques du pays. Je pense que j'arrête là, sinon on ne va pas finir aujourd'hui. Et les ministres et les autres personnes qui doivent parler n'auront pas le temps. Donc, je pense qu'Arnaud, il demande de passer à l'exercice des statistiques ou je me trompe? OK. Donc, je peux commencer rapidement vers l'exercice des statistiques. Après, je laisserai comme ça le temps à Marco de voir la modélisation du secteur de l'électricité encore une fois. J'essaie de partager mon écran avec mon fichier Excel. Et ici, on y est. Bon, j'essaie de voir un peu tous les exercices qu'on a fait. J'essaie aussi de me focaliser sur certains points que vous avez identifiés comme que vous voulez revoir un peu quand vous avez envoyé un email à Arnaud. Donc, le premier exercice, c'était un peu, c'est basique et c'est très simplifié aussi sur la collecte nationale des données. Et on avait la personne au gouvernement qui a reçu des données statistiques en unité physique, donc 1 million de cubiques mètres, de mètres cubiques dans cet exemple, de gaz naturel. Et ce tableau, il va devoir être utilisé pour après créer des bilans énergétiques, en unités énergétiques, etc., etc. Mais aussi pour faire les premières vérifications des qualités sur ces données. Si on va regarder avant, comment est-ce que la personne a pu recevoir ces données? Sur la production, par exemple, de gaz naturel, il y a peut-être une enquête directe avec les producteurs de gaz naturel au niveau national et aussi avec les entreprises qui l'importent et distribuent le gaz naturel. Mais aussi, il peut avoir des enquêtes de la demande, donc des consommateurs. Par exemple, le secteur résidentiel, combien de gaz est consommé, l'industrie de même et les producteurs d'électricité, combien de gaz naturel ils ont consommé pour la production d'électricité. Donc, il y a deux façons de voir un peu, si on veut simplifier, la collecte des données d'un produit énergétique, c'est l'approvisionnement, donc les producteurs, les importateurs, les distributeurs d'énergie, c'est plutôt des entreprises énergétiques. Et après, aussi regarder les consommateurs. Donc, c'est qui consomme l'énergie, aussi eux, ils ont l'information. Et essayer de voir où et comment est consommée l'énergie. En disant, on peut aller directement à l'exercice. La première partie, c'était le calcul du pouvoir calorifique. Comme on l'a vu très bien, c'est un convertisseur qui nous permet de passer des unités physiques en unités d'énergie. Donc, ça nous dit combien d'énergie est contenue dans une certaine quantité physique. Dans ces cas-là, des mégajoules par mètre cubique de gaz naturel, comme on voit ici. Mais l'exercice, il voulait nous dire comme message que même le même produit peut avoir des pouvoirs calorifiques différents. Par exemple, on voit que le gaz naturel produit dans les pays
avait un pouvoir calorifique de 38 et les gaz naturels importés avaient un pouvoir calorifique un peu différent, plus élevé. Donc, ça, c'est la première chose à savoir, que, OK, c'est bien d'utiliser des pouvoirs calorifiques par défaut, mais si on a la bonne information, on peut vraiment convertir une unité énergétique avec une erreur plus faible. Après dit ça, c'est aussi important le concept des moyens pondérés. Donc, si on a plusieurs types de gaz dans cet exemple qui vont se mélanger pour être consommés un peu partout dans les pays, comment est-ce que je vais savoir lesquels étaient consommés? C'est les gaz produits ou les gaz importés? Donc, l'importance de pouvoir faire un moyen pondéré et calculer un pouvoir calorifique qui prend en compte de la quantité aussi consommée par chaque type de gaz approvisionné. Par exemple, on peut voir en 2019, on a un moyen pondéré de 39, que c'est entre les 38 et 40, que ça prend en compte la quantité qui était produite et importée dans les pays. Donc, comme on voit ici, on est très entre les deux. Par contre, si on regarde en 2013, on voit qu'on est beaucoup plus proche des importations, et ça, c'est parce que en 2013, dans ces pays, la production était très faible. Donc, on prend en compte aussi que dans ces mélanges, la quantité produite est plus faible que la quantité importée. Donc, le concept de moyen pondéré, que ça s'applique à pouvoir calorifique ou aussi à des autres concepts qu'on a vu, par exemple les prix, prendre en compte le poids de chaque partie différente dans l'équation. Donc, ça donne plus de poids à la production dans ces cas-là en 2013 parce que c'était beaucoup plus élevé. Et donc, on voit qu'on a un pouvoir calorifique plus proche de ça. C'est très important parce que, comme on voit, ça peut changer beaucoup notre résultat après en unité énergétique. Après avoir ça, on a vu un peu le concept de création d'un petit bilan. Ici, c'était un petit bilan que pour le gaz naturel, bilan énergétique, en terajoules. Dans ces cas-là, c'était aussi un pouvoir calorifique supérieur, parce qu'on n'a pas converti en inférieur. Et qu'est-ce qu'on devait faire ici? On peut remplir en utilisant les différents pouvoirs calorifiques, notamment pour la production, on utilisait ça qu'on avait déjà, des pouvoirs calorifiques, et multipliant par la donnée en unité physique. Mais après, pour les autres, par exemple la consommation, on utilise un autre moyen pondéré, parce qu'on n'avait pas une information parfaite sur chaque secteur de consommation. Il y a des fois où on connaît, par exemple, que les centrales électriques, ils utilisent que ce type de gaz naturel, donc on peut avoir aussi une information précise sur le pouvoir calorifique d'un certain secteur. Mais dans cet exemple-là, on voulait utiliser le concept de moyens pondérés, que c'est très important d'utiliser quand on n'a pas d'informations supplémentaires. Mais une chose importante à faire ici, on voulait vérifier dans ce bilan, une première chose qu'il faut toujours faire quand on a des statistiques énergétiques ou des bilans, on voulait vérifier l'écart statistique, donc la différence entre l'approvisionnement et la demande totale. L'approvisionnement, comme on a vu, c'est la somme de la production, les importations, exportations et aussi la variation des stocks. Et la demande, ça peut inclure le secteur de transformation, la consommation du secteur énergétique, mais surtout la demande finale des secteurs consommateurs, l'industrie, le résidentiel, les transports et les autres. Et on voit ici que si on fait ces différences, pour toutes les années, un pourcentage pour l'approvisionnement, ce n'était pas très élevé, jusqu'à 3%. Mais en 2015, on avait une différence très élevée et notre demande, elle était beaucoup plus grande que notre approvisionnement. Donc là, il y a sûrement un problème, que ça peut être de différentes natures. Ça peut être, par exemple, qu'on a surestimé l'approvisionnement. Par exemple, on a oublié de reporter des importations, ou la production est plus élevée de ce qu'on a rapporté pour cette année, ou on a estimé la demande de façon erronée. Par exemple, on a un double comptage dans la centrale électrique ou dans l'industrie, par exemple. C'est important de toute façon de l'identifier et après faire notre petite recherche pour investiguer les différentes raisons qu'ils ont pu ramener à avoir un écart statistique aussi grand. Si l'écart statistique il est petit, entre 1 et 5%, c'est tout à fait normal et c'est même bien parce qu'un écart statistique de 0%, on sait très bien que c'est artificiel parce que c'est très compliqué d'avoir des statistiques qui viennent de, comme on a vu, des enquêtes sur les producteurs, distributeurs, les enquêtes sur les consommateurs qui sont exactement les mêmes et aussi les pouvoirs calorifiques parfaitement calculés, etc., etc. Donc, quand on a un 0%, un cas statistique de 0, c'est aussi un peu douteuse. Il y a quelque chose d'artificiel dedans. On doit savoir quoi. Par exemple, des fois, on peut se dire qu'il y a une différence. La différence, c'est sûrement la variation des stocks. Par contre, on doit savoir qu'on a fait ça. On peut mettre des informations métadonnées ou des notes sur notre statistique. On dit
la variation de stock est calculée comme les restes entre la production et la demande. Et comme ça, les personnes qui utilisent les statistiques savent exactement comment sont été estimées et calculées. Donc là, on a identifié ces problèmes et on sait qu'il peut y avoir différentes solutions. Et il y avait des autres questions après. Et c'était plutôt de regarder, regarder un petit peu la production électrique et se concentrer notamment sur le gaz naturel, parce que c'est ça qu'on regarde dans cet exercice, et calculer les efficacités. Comment est-ce qu'on calcule les efficacités de production électrique? On divise la production électrique par les gaz naturels utilisés dans les centrales électriques. Donc, output divisé par input. Combien d'énergie on a besoin pour produire une autre? Dans ces cas-là, combien de gaz naturel on a besoin pour produire de l'électricité? Et là, on peut le calculer en pourcentage. Notamment, pour faire ça, il faut aussi utiliser les mêmes unités énergétiques. Comme on voit ici, on avait gigawattheure et ici, terajoule, donc on a fait une petite conversion. Mais en effet, on avait noté que l'efficacité, elle était plus ou moins stable, elle a augmenté un peu, ça c'est bien, parce que peut-être il y a de nouvelles centrales qui sont plus efficaces, qui ont été construites dans les pays. Mais en 2015, en effet, on avait un petit souci. L'efficacité, elle avait baissé rapidement par rapport à les autres années. Ça peut être correct dans certaines situations. Il y a, par exemple, la maintenance des centrales plus efficaces. Il y a peut-être un problème d'utilisation, que les centrales ils ont fonctionné de façon différente cette année. Comme Marc l'a bien expliqué, les centrales peuvent fonctionner base, pic. Certaines fois, les efficacités sont différentes par rapport à la façon que la centrale est utilisée. Mais c'est quand même quelque chose qu'on doit identifier et investiguer, un peu comme les cas statistiques. Là, on a vu une grosse différence, c'est très faible par rapport à l'année passée, aussi par rapport à la fourchette d'efficacité qu'on s'attendait pour ce type de centrale. Donc, on va investiguer un peu les problèmes. Et ça vient d'où le problème d'une efficacité? Ça vient ou de l'électricité produite, dans ce cas, ou du gaz en entrée. Donc, c'est simple, c'est une division entre deux facteurs, donc les problèmes peuvent venir d'un ou de l'autre. Ça peut être les deux ensemble, non. Des fois, c'est que l'un et l'autre. Dans cet exemple, beaucoup de fois, la quantité d'électricité produite, elle est correcte parce que c'est une quantité plus facile à suivre. Et la majorité des fois, c'est l'entrée de gaz naturel qui est un peu collecté ou estimé de façon erronée. Mais dans cet exemple, après, on va essayer de les corriger. Comment est-ce qu'on va les corriger? On va regarder aussi toutes les statistiques un peu. Donc, on regarde la production d'électricité, que c'est un peu stable en 2015, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, on s'est dit, peut-être ce n'est pas vraiment au niveau de la production d'électricité. Donc, on va regarder un peu les autres statistiques et on se rend compte quand même qu'on avait un gros écart statistique dans la même année. Dans la même année qu'on a cette efficacité très faible. Donc, ça peut venir en effet du bilan du gaz naturel. En effet, si on regarde très doucement 2015 et la consommation de gaz naturel dans les centrales électriques, on voit que quand même, c'est l'année où cette quantité est la plus grande et elle est en grosse augmentation. Donc, peut-être l'erreur vient de là. Qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on va contacter les centrales électriques qui nous ont fourni les données ou les distributeurs de gaz naturel qui nous ont fourni les quantités de gaz naturel vendues à la centrale électrique et on va vérifier ces données, première de tout. Après qu'on a fait ça, et si on n'a pas d'informations pour corriger ça, on peut aussi penser de l'estimer, à moins pour le temps, avant de réavoir une information réelle. Pour l'estimer, on pourrait, par exemple, ici, et estimer, on le répète, on le fait seulement si on ne peut pas recevoir la bonne information là-haut. On pourrait l'estimer en se disant, on va fixer l'efficacité à 35% parce qu'elle était un peu ça les années qui suivent et les années d'avant. En fixant ça à 35%, en connaissant la production d'électricité du gaz naturel, par gaz naturel, on peut estimer notre entrée de gaz naturel dans les centrales. Ici, OK. Ça n'a pas marché, mais c'est en effet juste, ici on y est. C'est juste en effet en divisant par 35% notre quantité. Et ici, on voit que si on change ça, même dans les graphiques, on voit que c'est tout corrigé. Notre écart statistique, il est corrigé. Notre efficacité, elle est maintenant normale. Et l'exercice, il est fini. Après, il y avait un autre exercice. Je regarde un peu le temps. J'essaie d'aller un peu plus vite sur créer le bilan énergétique. Cet exercice, il utilisait un peu les statistiques qu'on avait déjà. Il faisait
remplir avec les statistiques de gaz naturel de premier exercice ici. Important à savoir que ce bilan il a un pouvoir calorifique inférieur et notre exercice on était un pouvoir calorifique supérieur, donc on va quand même multiplier par 0,9 parce que pour les gaz naturels, la différence entre supérieur et inférieur du pouvoir calorifique, c'est plus ou moins de 10%. Et on utilise ça par défaut. Donc, on pouvait remplir notre case. Après, on avait toutes les informations sur l'électricité et on remplissait aussi l'électricité. Intéressant de voir ici, pour l'électricité, notamment l'hydroélectricité, le solaire, l'éolienne, c'est que dans les bilans, on va considérer que l'efficacité de 100% et comme première énergie qui est reportée dans les bilans, ça va être l'électricité. On ne va pas reporter l'énergie du soleil ou l'énergie potentielle d'un barrage. On va vraiment se concentrer comme premier point de départ sur l'électricité. Donc, on avait ici 120 gigawattheures, que ça va être exactement 431 terajoules. C'est la même quantité, c'est juste différentes unités. Ici, un gigawattheure pour un parc d'électricité. Ici, ça va être un terajoules. Intéressant aussi à voir et à retenir, c'est les signes dans les différents, dans la transformation surtout de bilan énergétique. Transformation, c'est quand on a une entrée d'un produit pour un produit ou un autre. Ça peut être centrale électrique, raffinerie ou, par exemple, aussi la production de charbon de bois à partir du bois, etc., etc. Où il y a une transformation d'un produit énergétique à un autre, on l'appelle transformation. Et comme on voit, il y a des signes différents. Par exemple, on a des moins. Quand il y a un moins, ça signifie que c'est une entrée. Et quand on a un positif, ça signifie que c'est une sortie. Par exemple, on a un moins de charbon, un moins pour les gaz naturels dans les centrales électriques, moins pour hydro, solaire, éolienne. Et après, dans la colonne électricité, on a un plus. Ça signifie que toutes ces entrées, c'est des énergies utilisées pour la production de l'électricité. Et ça, c'est l'électricité qu'on va avoir une sortie produite. Même chose pour les raffineries. Intéressant à voir aussi qu'ici, on peut faire tout de suite une petite vérification de qualité dans les bilans énergétiques, dans le secteur de transformation. En effet, si on regarde la colonne totale, dans le secteur de transformation, on ne peut jamais avoir un chiffre positif, comme on a ici dans l'exemple de raffinerie. Parce que si la chiffre est positive, une unité énergétique signifie qu'on a créé de l'énergie à partir de rien. Et ça, c'est impossible pour les lois de physique. Donc, on doit revoir un peu nos statistiques. Par exemple, ici, il y avait plus de produits pétroliers en énergie produite par rapport au pétrole brut utilisé dans les raffineries. Donc, ça, ce n'est pas possible. Et une unité énergétique, je répète. Si on était en volume, c'est possible qu'on avait un peu plus de produits pétroliers que pétrole brut parce qu'ils sont plus légers en termes de densité. Donc, c'est très possible, en volume, d'avoir des gains. Mais ici, on a une unité énergétique, l'énergie ne peut pas être créée de rien. Donc, première vérification, on peut la faire ici sur les efficacités de la transformation dans un bilan énergétique. Après, on peut calculer aussi les efficacités, toujours en parenthèse ici, parce qu'on a les entrées et les sorties. On peut regarder l'écart statistique. Donc, un bilan énergétique, c'est très intéressant. On peut aussi faire des analyses, par exemple, c'est dire qu'est-ce qu'on consomme dans mon pays, en effet. Et en regardant ici la production totale, que ça nous dit combien d'énergie pour chaque source est rendue disponible dans mon pays, pour chaque source, on peut les comparer entre eux parce qu'on a les mêmes unités énergétiques. Donc, on peut se dire tout de suite que les charbons et les gaz naturels, ils ont une grosse partie dans le secteur énergétique de mon pays, plus ou moins tous les deux 8000 quelque chose terajoules. Après, on voit une deuxième, troisième position, on a les biocombustibles qui représentent quand même une grosse partie. Et les pétroles bruts aussi, les produits pétroliers, ils ont aussi des parties importantes. Comme l'hydroélectricité aussi, qui est moins important, mais aussi elle est importante. Donc, avec un bilan énergétique, on peut déjà voir pas mal de choses. Ou par exemple, on peut regarder le secteur du résidentiel. Qu'est-ce qu'on consomme dans mon pays, le secteur résidentiel? On voit tout de suite, OK, il y a du gaz naturel et après, il y a beaucoup de biocombustibles. Donc, on peut voir les mix énergétiques, etc. dans ces pays. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On a vu qu'à partir de ça, d'un bilan énergétique, en utilisant les facteurs d'émission pour chaque produit énergétique, on peut calculer nos émissions de CO2 aussi. Et donc, en ayant un bilan énergétique calculé de façon de qualité, on peut directement passer à des émissions de CO2 en utilisant ces facteurs standards. Et on voit très bien comme on a calculé ici pour l'approvisionnement total pour chaque produit et multipliant juste la quantité par notre facteur d'émission, combien d'émissions de CO2 on a pour chaque produit énergétique.
pour chaque aussi, on peut le faire pour chaque secteur. Par exemple, ici, pour la production d'électricité, combien on pourrait le faire aussi pour l'industrie, combien ça émet l'industrie, parce qu'on connaît les mix énergétiques et avec les facteurs d'émission, on peut estimer ça. Après, on peut passer à l'autre exercice rapidement sur les indicateurs. Ici, c'était plus d'essayer de voir plus en détail, avec le même bilan, les différents secteurs de consommation dans l'industrie. Donc, l'exemple, c'est centré sur l'industrie. Mais important à retenir, c'est que pour certains secteurs homogènes, comme la production de l'acier ou le ciment, on peut utiliser comme indicateur d'activité la production de produits en masse. Par exemple, les tonnes d'acier ou les tonnes de ciment. Et on peut directement diviser la consommation totale d'énergie par les secteurs, par la production en tonnes de ciment, par exemple, ou d'acier. On va voir un indicateur d'efficacité énergétique très puissant parce qu'il nous dit exactement combien d'énergie on consomme pour produire une certaine quantité de notre produit. Par contre, pour des autres secteurs plus hétérogènes, comme par exemple la fabrication de machines, on ne peut pas vraiment faire la même chose parce que les machines sont très différentes et aussi, ils n'ont pas... il y a beaucoup, et chaque d'entre eux a peut-être un besoin d'énergie pour être produit différent. Et des fois, c'est aussi très faible le besoin d'énergie pour chaque machine. Donc, ça n'a pas de sens essayer de suivre le nombre de machines ou la quantité de machines produites. Donc, ça qu'on fait dans ces cas-là, dans les secteurs hétérogènes, on utilise plutôt un indicateur économique ou, par exemple, la valeur ajoutée du secteur. On connaît que le secteur a créé ce type de revenus, de chiffre d'affaires dans les pays, et donc on peut utiliser ça et les diviser pour l'énergie. Important, quand on compare année par année, c'est aussi utiliser la valeur ajoutée en volume, donc corrigé par les prix d'une année de référence. Si on compare par exemple 2015 à 2020, on doit utiliser la valeur ajoutée du secteur, mais avec des prix fixés en une année spécifique. Sinon, les fluctuations des prix, l'inflation, etc., vont ajouter un bruit sur mon indicateur d'efficacité énergétique. Et on a vu aussi dans les présentations comment est-ce qu'on fait ça. On a les déflateurs qu'on peut utiliser pour faire ça en temps. Il y avait une question pour aller plus en détail sur le secteur résidentiel. Comment est-ce qu'on pourrait analyser l'efficacité du secteur résidentiel? On va devoir aller plus en détail. On devrait collecter ou estimer avec des informations la consommation par utilisation finale. Donc, comment est-ce qu'on va savoir ça? On doit par exemple sélectionner mes utilisations finales du secteur résidentiel. Ça peut être la climatisation, la cuisson, le chauffage de l'eau. Et après que l'on a identifié, on va répartir notre consommation dans les différents usages finaux. Et en ayant ça, après, on peut diviser chaque énergie par usage finaux par un indicateur d'activité. Par exemple, on peut diviser l'énergie consommée par la climatisation par le nombre de ménages ou par la surface totale des ménages occupés. Et ça nous dit combien d'énergie on a besoin dans mon pays pour climatiser 30 mètres carrés ou 1 mètre carré du secteur d'un bâtiment résidentiel. Pour la cuisson aussi, on peut faire la même chose, combien d'énergie est consommée pour cuisiner, et après on peut la diviser pour différents indicateurs d'activité. Ça peut être, on peut la diviser par le nombre de personnes dans le pays, par exemple, ou par le nombre de ménages aussi. Et c'est peut-être plus correct parce que ce n'est pas très linéaire. Si on ménage 5 personnes ou 4, ne change pas beaucoup l'énergie nécessaire pour cuisiner un repas. Donc, le diviser par un nombre de ménages, ça peut être aussi relevant. Je pense que je vais passer directement à l'exercice des prix vite fait. Comme ça, je laisse le temps à Marco de finir un peu sur la modélisation. Ici, on voulait en effet, à partir des informations collectées, essayer de calculer les prix du gaz naturel, notamment, dans ces pays pour différents secteurs. Il y a les prix pour les ménages, les prix pour l'industrie et les prix pour la génération électrique. Intéressant à retenir, c'est que, comme on a vu dans la présentation, les prix total est fait par les prix hors taxes. Donc, toutes les choses qu'ils ont ramenées de la production à la transportation, la transformation d'un produit énergétique jusqu'à la distribution au consommateur final. Et on ajoute aussi la plus-value que le vendeur va avoir, le vendeur du produit énergétique. Et là, c'est les prix hors taxes. Après, on va ajouter les taxes sur ça. Ça peut être la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d'assises, etc., etc. Et là, on va voir notre prix total payé par les consommateurs finaux. On a vu, par exemple, que souvent, les droits d'assises ne sont pas payés dans le secteur résidentiel, mais sont payés par l'industrie, et vice-versa.
les industriels qui sont au milieu entre qu'ils vendent des produits aussi, et donc reçoivent TVA, notamment ils ont une TVA net de 0. Donc, on ne la prend pas en compte pour calculer leur prix. Mais après, ça c'est à voir pays par pays aussi. Dans cet exemple, c'était un peu comme ça. Donc, comment est-ce qu'on faisait? Notamment, souvent, on a les données disponibles pour estimer les prix, qui sont un peu différents de ce qu'on peut penser. On n'a pas directement les prix. Maintenant, par exemple, on connaît combien les ménages ils ont dépensé en gaz naturel en 2019. Et on sait qu'en moyenne, chaque ménage, après dans l'enquête qui a été faite, il a dépensé 3 318 € pour l'achat du gaz naturel, pour les différents usages. Après, on sait aussi que ces gaz naturels consommés par ménage, c'était plus ou moins de 2,4 MWh. Donc, en connaissant la quantité consommée et les dépenses, on peut tout de suite calculer le prix. Il faut diviser un à l'autre, comme on voit ici. On a notre prix total, parce que les dépenses ici, elles incluent aussi les taxes. Donc, on a notre prix total, on connaît la TVA, que c'est de 20% dans les pays. Donc, on peut estimer la TVA et on peut calculer tous les facteurs qui ont produit notre prix, du prix hors taxe jusqu'à les taxes et après le prix total. Similairement, on a fait pour la consommation de l'industrie, on a calculé on est parti de l'autre côté, en effet, parce que les informations étaient un peu différentes, mais on a calculé la même chose, les prix hors taxes, les taxes et après les prix total. Dans ces cas-là, par exemple, on avait des informations qui venaient d'un fournisseur d'énergie. Dans ces pays, les fournisseurs de gaz naturel avaient une part du marché très élevée, 85%. Donc, avoir juste ces données, c'était très représentatif du pays. Et c'était bien de les utiliser pour estimer une moyenne de prix des consommateurs industriels dans les pays. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a vu tous les revenus, donc les chiffres d'affaires des consommateurs industriels, donc des ventes à les consommateurs industriels, et on a vu que c'était une certaine quantité de milliards d'euros, 104 milliards d'euros plus ou moins. Ça, c'était le chiffre d'affaires par rapport à la vente de gaz naturel à les consommateurs industriels. Et après, on avait aussi la quantité. Ce que le fournisseur d'énergie nous disait aussi, et j'ai vendu 55 000 gigawattheures de gaz naturel. On a toutes ces informations-là. Et donc, avec ça, facilement, on peut calculer à nouveau les prix qu'ils ont payés les consommateurs industriels. Et ici, on y est. Je pense que là, les dernières choses à dire, c'est aussi la comparabilité des prix qu'on a vu dans la présentation. La comparabilité des prix peut être entre pays. Donc, si on compare la France, par exemple, au Congo, c'est important de prendre en compte aussi la valeur de la monnaie dans chaque des deux pays. Combien de choses pour acheter avec 1 euro en France et avec 1 euro au Congo. Donc, si au Congo, avec 1 euro, on peut acheter plusieurs choses qu'en France, ça signifie que si on paye 1 euro pour l'énergie au Congo et 1 euro en France, par contre, ça signifie qu'au Congo, on est en train de payer plus cher parce qu'avec 7 euros, on peut acheter plusieurs choses. Et ça peut être corrigé en utilisant des facteurs de parité de pouvoir d'achat, par exemple, qui sont disponibles par des différents, par exemple, la Banque mondiale est là, ça disponible. Par contre, il y a la comparabilité temporelle aussi. Dans un même pays, on sait que la valeur d'un euro en 2010, c'était différent que la valeur d'un euro aujourd'hui. Notamment, en euro en 2010, on pouvait acheter plus de choses qu'aujourd'hui, parce qu'il y a souvent de l'inflation. Même si c'est un moment où les gens ils parlent de déflation au Japon, etc. Ce que je voulais dire ici, c'est qu'aussi ici, on doit corriger. Parce que si en 2010, moi j'ai payé 30 euros pour ma consommation d'électricité et aujourd'hui, je paye 100 euros, je pourrais penser que ça a augmenté beaucoup le prix de l'énergie. Par contre, il faut prendre en compte l'inflation aussi et le fait que les 100 euros d'aujourd'hui, en 2010, avaient une valeur différente. Peut-être qu'ils valaient 30 euros. Donc, en vérité, le prix, il n'a pas augmenté. Comment est-ce qu'on fait ça? On va utiliser un déflateur. Pour le secteur des ménages, c'est un déflateur, c'est un index des prix aux consommateurs. Et cet déflateur va fixer notre prix par rapport à une année spécifique. Dans cet exemple, c'était fixé sur l'année 2015. On a recorrigé nos prix de 2010 par rapport à l'année 2015, et même chose pour les prix de 2019. Donc, des prix qui devenaient finalement comparables. Et en effet, on a réalisé qu'en regardant les prix directement, ça a été corrigé, on avait une augmentation de 20%, donc la personne peut dire, ou l'analyste peut dire, les prix sont augmentés. Mais si on corrige et on voit les vrais coûts que ces prix ont sur un consommateur,
en effet, a diminué parce que la valeur d'un euro est plus faible en 2019 qu'en 2015. En 2010, dans cet exemple. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois une là. Alors, différence entre la demande d'électricité et la consommation d'électricité. Ben, en effet, c'est plus ou moins le même concept, c'est juste la façon qu'on voit qu'on veut l'appeler. La demande d'électricité, ça peut être, si tu l'as défini d'une certaine façon, ça peut inclure par contre aussi le secteur de transformation, donc l'électricité utilisée par exemple par produit de la chaleur, ou le secteur énergétique, par exemple l'électricité consommée par les centrales électriques eux-mêmes pour leur fonctionnement, par exemple pour l'éclairage dans une centrale électrique, on a un peu de consommation, et donc elle peut inclure ça, plus la consommation finale. Notons, quand on parle de consommation, des fois, on exclut le secteur de la transformation et le secteur énergétique, et on parle de la consommation dans le secteur de l'industrie, des bâtiments, des transports, agriculture, etc., etc. Tous les autres secteurs qui ne sont pas secteur énergétique ou secteur de transformation. Après, les poches noires, c'est quelque chose de très spécifique du Congo, je pense. Je ne sais pas si Arnaud, tu connais un peu mieux que moi. Alors, pas spécifiquement, mais je me demande si on n'a pas une précision de vocabulaire. Pour nous, la demande en électricité, ce n'est pas le besoin. C'est-à-dire que si par demande, vous entendez l'ensemble de la population qui souhaiterait avoir accès à l'électricité, ou bien l'ensemble des consommateurs, que ce soit les ménages ou bien les industries, qui sont connectés à l'électricité et qui en demande, mais cette demande n'est pas satisfaite par l'offre, là, nous, on met pas cela derrière demande. Pour nous, la demande en électricité, c'est vraiment le besoin ou la demande à partir du moment où elle est satisfaite par l'offre. Voilà, on imagine, si on prend une autre situation géographique, en Italie ou en France, voilà, la consommation d'électricité, c'est exactement la même chose que la demande. Et sauf problème d'approvisionnement, on a un match parfait entre demande et approvisionnement. Comme Gianluca le rappelait, il y a évidemment la question des pertes sur la transmission, de l'autoconsommation du secteur électrique. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de différent des besoins ou de la demande souhaitée. C'est vraiment la consommation d'électricité. Et donc, pour nous, demande et consommation d'électricité sont la même chose. Pour les poches noires, n'hésitez pas à préciser s'il s'agit de zones avec des centres urbains qui sont non connectés du tout. Là, nous, ce qu'on observera, et Gianluca, d'un point de vue statistique, je ne sais pas comment c'est traité, mais on a peut-être eu un rôle important des générateurs diesel de secours ou de producteurs indépendants qui ne sont pas liés au réseau national, qui vont trouver tout de même une façon de fournir de l'électricité aux populations, sans que ce soit pour autant géré au niveau du réseau national ou géré par les opérateurs officiels. Mais n'hésitez pas à nous préciser un peu plus le contexte de RDC à ce propos. Je ne vois pas des autres questions. Je ne sais pas si on a, comment on est sur le timing, Arnaud, si on a le temps pour Marco de présenter un petit peu le merit order, ou si on veut prendre des autres questions, si quelqu'un veut parler. Alors, on peut encore faire 10 minutes de questions-réponses, d'intervention, et après, je vous propose qu'on prenne une pause et qu'on se retrouve à 10h55 pour être sûr de tous être bien connectés quand Monsieur le ministre prendra la parole, ainsi que les autres représentants donc, de l'AIE et de l'Union européenne. Donc, dans les 10 minutes qui viennent, vous pouvez, moi je dirais priorité aux questions. Donc, allez-y, posez-nous vos questions et on y répond. Et s'il n'y a rien, peut-être Marco, que tu peux commencer par réexpliquer un peu le concept de merit order. Alors, je sais que c'est compliqué et vague et c'est peut-être dur de le résumer en 3 minutes, mais peut-être tu peux commencer et s'il y a des questions qui viennent, on les prend. Et donc, on s'arrête à 10h40, enfin, dans à peu près 10 minutes et on reprendra à 10h55, si ça vous convient tous.
Merci Arnaud. Oui, bien sûr. Je vais reprendre l'ordre de mérite avec plaisir. Il y avait aussi une question liée, mais pas avec une nuance sur l'hydro, c'est-à-dire quels sont les parler un peu plus des éléments plus détaillés pour identifier les mérites d'une centrale hydroélectrique. Donc, bien sûr, l'hydro, je comprends très bien la question, c'est très important en général, mais au Congo encore plus. Je dirais, pour répondre à cette question, que ça dépend. Ça dépend du type de centrale hydraulique, car il y a plusieurs types. Il y a bien sûr des coûts différents, il n'y a rien à dire, mais il y a surtout des différents types et des différentes utilisations. Normalement, on peut créer des... chaque centrale est un peu différente, mais on peut créer des grandes familles différentes. Donc, j'espère de faire bien la traduction parce que je ne la connais pas trop bien en français. Les centrales à eau courant, c'est-à-dire sans barrage, les barrages et les centrales à pompage. Et donc, ces trois types sont très différents. Donc, l'utilisation normalement des centrales à eau courante, c'est beaucoup plus utilisé par l'utilisation de base. Le barrage, ça peut être et base et moyen, certaines fois aussi des pics pour le pic, et les centrales à pompage, c'est surtout pour le pic. La raison pour laquelle je suis en train de parler de différents usages, c'est que les mérites des différentes centrales dépendent beaucoup de l'utilisation. Donc, bien sûr, la centrale à pompage, ça va avoir un coût supérieur parce qu'elle a un mérite, si on veut, ça va satisfaire une demande qui est des caractéristiques du moment de la demande où la demande est plus élevée et il y a besoin de cette production. Donc, ça, c'est complètement différent de l'utilisation, disons, de base des centrales. Donc, selon les différentes centrales, différentes utilisations, différents types de coûts et de mérite, si on veut, donc vraiment d'utilisation des différentes centrales. Une question aussi qui est très spécifique à l'hydraulique et qui est très avantageuse pour l'hydraulique, c'est la flexibilité des centrales. Les centrales hydroélectriques sont entre les plus flexibles, surtout à barrage, et donc sont très bien indiqués pour l'intégration des renouvelables variables tels que le solaire photovoltaïque ou l'éolien. Donc, avec une exploitation croissante de ces formes d'énergie, l'hydroélectrique peut avoir une mérite en plus, une utilisation en plus, une caractéristique qui est très positive, c'est-à-dire celle de la flexibilité, comme on avait mentionné pendant la présentation la dernière fois. Ça, c'est vraiment un point très important, car on voit bien le graphique un peu statique de l'ordre de mérite. Ça donne l'idée de quels vont être les prix
les centrales utilisées et le prix correspondant des différents, selon les différents niveaux de demande de base, milieu ou pic, mais ça ne donne pas une information complémentaire qui est très importante, c'est-à-dire l'importance de la flexibilité du système dont je viens de parler. Pour revenir, donc ça c'était vraiment pour répondre à la question du mérite de l'hydroélectrique, que pour moi c'est très important. Bien sûr, il faut garder en compte aussi, c'est pas seulement pour le pays en soi-même, mais aussi en prenant en compte toutes les interconnexions éventuelles qu'on a avec les pays voisins. Et donc, en regardant quel type de mix il peut y avoir dans les autres pays. En revenant à la question pour l'ordre de mérite, que je vais essayer de faire, de traiter vite fait, parce qu'on n'a pas tellement de temps, mais c'est toujours bien d'y revenir. L'ordre de mérite, c'est tout simplement une façon plus efficace du point de vue économique pour décider lesquelles centrales vont être utilisées chaque, disons, heure pour fixer un terme temporel. Certaines fois, c'est une demi-heure, certaines fois, c'est plus que ça. Mais pour identifier quelles centrales vont être utilisées, ça, c'est la façon économique qui nous donne la façon plus efficace du point de vue économique. Il y a d'autres façons d'utiliser et de construire, donc, de conduire les opérations des différentes centrales. Par exemple, en Chine, pour faire un exemple, ça, ce n'était pas la façon d'utiliser. La State Grid Corporation utilisait une méthode différente pour décider avec les différentes centrales qui allaient être construites en décidant, par exemple, je veux construire une nouvelle centrale à charbon, disons, ou à hydraulique, très bien, je vais acheter 6000 heures de production d'électricité et je vais puis te communiquer comment la faire marcher. Mais ce n'est pas décidé par l'ordre de mérite, c'est décidé par cette entité qui va prendre en compte toutes les centrales ou la grande partie des centrales du pays. La Chine aussi est en train de bouger vers des mécanismes plus de marché comme de l'ordre de mérite. Et donc, comment ça marche? Pour chaque heure, on va prendre en compte toutes les centrales qui peuvent marcher, combien ils peuvent produire, donc le maximum qui peut être produit. On les met en ordre successif de coûts de production. Et les centrales qui vont être mises en marche sont celles qui satisfont la demande à ce moment-là. Si je peux prendre... vous ne voyez pas mon curseur, n'est-ce pas? C'est seulement celle de Gianluca, j'imagine. Donc, si tu peux juste mettre ta flèche sur la demande de base pour montrer en bas, exactement. Jusqu'à là, exactement, c'est parfait. Merci beaucoup. Et donc, par exemple, pour la demande de base, on détermine avec ça lesquelles centrales vont être utilisées, tous ceux qui sont jusqu'au milieu du charbon. Donc, dans cet exemple, pas de gaz, pas de pétrole. Ça, c'est juste comment l'ordre de mérite marche, mais bien sûr, il faut répéter cet exercice pour chaque heure, pour chaque période qu'on a identifiée,
dans l'année. Le prix résultant de chaque heure, c'est le prix de la centrale plus coûteuse. Et le prix total dans l'année, c'est tout simplement la moyenne de tous les prix de toutes les heures dans l'année. J'espère avoir été clair, mais je suis ouvert à toute question si vous avez d'autres questions, soit sur l'hydroélectrique, soit sur l'ordre de mérite. Je ne vois pas d'autres questions. Merci Marco. Écoutez, dans ce cas, je vous propose qu'on se retrouve à 10h55. Et donc, on commencera plutôt la partie plus officielle de clôture de ce premier cycle de formation. Merci Marco et merci Gianluca pour les illustrations de ce matin. Je crois que c'était utile de repasser plus de temps sur les exercices. Et on sera de toute façon encore disponible pour répondre à toute question que vous pourrez adresser plus tard dans le groupe WhatsApp, par email. Et donc, on aura encore de nouveaux échanges pour approfondir tout cela. Donc, bonne pause à chacun. Je vous propose qu'on se retrouve à 10h55. Merci.